Bonjour, amis des Celtes. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer la sagesse des Celtes et particulièrement du Celte rouge. À ce sujet, nous avons fait ici un petit dessin avec 3 ronds. Ça, c'est la base de la sagesse des Celtes. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en moins 58 avant Jésus-Christ, que finalement le Celte, à cette époque, il est en même temps forgeron, laboureur, éleveur, cavalier, etc. Il a beaucoup de professions qu'il peut lui-même pratiquer, mais il est aussi capable, déjà à cette époque, il est déjà capable d'acquérir une certaine sagesse et une certaine conscience à travers la méditation. Donc, le Celte rouge, il doit méditer pour que finalement son esprit soit plus clair et qu'il puisse vivre d'une manière la plus intelligente possible. Donc, il dispose de ces 3 ronds. J'y reviens, je veux juste vous montrer cette belle femme celte sur le mont Vuilly. Voilà, elle peut méditer tout en regardant tout ce qu'il y a autour d'elle. Vous voyez, cette posture très droite sur la colonne vertébrale. Vous voyez, finalement, elle est en pleine sérénité, autant que notre ami le chien derrière moi. Donc, vous voyez, c'est possible de méditer, elle s'engage dans la méditation. Pour s'engager valablement dans une méditation celte, nous avons ces 3 cercles. Le premier, c'est le cercle du vide. Donc, dans un premier temps, le celte va essayer de se concentrer et d'arriver aller jusqu'au vide, ce qui est très difficile, mais il va le tenter, parce que effectivement, toutes sortes de pensées vont lui arriver, il va les laisser passer, il ne va pas les retenir, il va s'en ficher complètement, il va aller droit devant lui jusqu'au moment où il arrive à une certaine forme de vide. À côté, nous avons la vacuité. Pourquoi la vacuité à côté du vide? Parce que la vacuité, comme nous venons de le dire, eh bien, c'est du vide qui n'est pas propre. Exactement comme tout le vide, même le vide scientifique, il est pas propre, il y a toujours l'effet Casimir. Alors, dans cette partie-là de la vacuité, eh bien, les pensées qui vont passer, eh bien, il va non seulement les laisser passer, mais il va quand même les considérer quand elles passent. Elles iront tranquillement se coller au plafond sans que finalement il les retienne, mais il s'en souviendra. Et le dernier cercle, ici en dessus, eh bien ça, c'est l'interdépendance. Donc, le Celte, il est parfaitement conscient dans sa méditation que si il voit devant lui un paysage où il y a des sapins, où il y a des feuillus, où il y a même des animaux, il sait qu'il est interdépendant, il sait que finalement lui-même, il ne peut pas ignorer ces choses-là, ni l'arbre, ni l'animal, ni même le rocher, rien. Tout fait partie de sa vie, tout ça rentre dans sa vie, tout ça est en lui. Et alors, grâce à ces 3 ronds, eh bien, il a pu créer ce qu'on a appelé le triskel, c'est-à-dire que ici, les 3 ronds sont toujours représentés. On leur a mis un dessin supplémentaire. Et alors, ici, il a le point focal où il peut visionner. Et ici, avec ces 3 cercles, l'un sur l'autre, le triskel, lui-même, en ayant ce point au milieu, eh bien, ce triskel devient
le symbole du mouvement, le mouvement étant la vie. Et voilà ce que fait le Celte. Il a ça dans la tête, il le voit, il peut le visionner dans sa tête tranquillement. Il visionne cette chose-là. On a essayé de trouver un triskel qui soit en mouvement, ce qui est assez difficile, mais sur ce dessin, on peut très bien voir que finalement, il y a ce mouvement circulaire. On voit que les choses vont tourner, ça tourne, et c'est toujours au milieu, il y a ce point important qui est le point de fixation de sa conscience. Ceci nous a permis d'aller encore plus loin, puisque on peut faire tourner les choses aussi de cette manière. On voit que finalement le mouvement existe, la vie existe, et que la vie peut exister aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc peu importe si on va au point ou si on sort du point, mais toujours est-il que le mouvement crée la vie. Nous avons aussi décidé de vous montrer une possibilité que pouvait avoir le Celte, c'est-à-dire que les trois cercles, il peut les disposer comme si, ici présentement, comme si c'était une cible. En fait, ce n'est pas une cible. Ici, c'est la partie du vide. Ici, c'est la partie de la vacuité. Ici, c'est la partie de l'interdépendance. Et ici, c'est les chemins pour y aller. Voilà. Donc, voilà comment ce qui peut fonctionner. C'est en fait, en quelque sorte, à l'intérieur de lui-même, le Celte transporte son propre temple. Il a sa propre structure à l'intérieur de lui-même, toujours avec ce point central qui fait que finalement, même si on voulait, on pourrait faire tourner la cible. Mais comme vous la voyez là, cette cible, elle vous fait naturellement penser à une roue, et nous avons pris cette roue, voilà, une roue Celte en bois avec 8 rayons, cerclée de fer, telle qu'elle existe dans une vitrine du musée du Laténium à Neuchâtel. Donc, elle est attestée, moins 60 avant Jésus-Christ. Vous voyez que finalement, toute l'idée du mouvement est aussi contenue dans cette roue qu'on a retrouvée. Vous voyez, ici, on va vous la montrer. Voilà, quand on a fait les fouilles à l'endroit où on a été découvrir cette... on a trouvé une autre roue ici qui a 10 rayons, peut-être la roue arrière, peut-être l'autre la roue avant, on ne peut pas savoir, roue de char certainement, le tout toujours cerclé de fer, mais magnifique travail. Et vous voyez que ce n'est pas les choses ne se font pas n'importe comment. Pour que ça marche, eh ben, il faut effectivement qu'au milieu, ici, il y ait un petit moyeu et qu'on puisse engager la roue dans un support et qu'on puisse faire avancer le char tranquillement. Mais ici est toute la base du moteur et toute la base du mouvement, comme on vous l'a montré aussi dans le Trixel, où finalement, comme on peut voir ici, finalement les choses tournent, c'est toujours autour de ce noyau. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez pu voir ces choses qui sont la sagesse même du Celte, et que vous apprécierez cette petite vidéo. Bien à vous.